Bonjour tout le monde, bienvenue à ceux qui sont dans la salle, bienvenue à ceux qui sont en ligne à cette présentation sur le guide de prévention du suicide pour le personnel policier. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter le contexte et la démarche qui ont mené à la production du guide. Vous présenter aussi sommairement quelques contenus du guide, mais c'est surtout pour vous donner envie d'aller le consulter. Avant de commencer, j'aimerais faire un avertissement. Le sujet aujourd'hui, ça traite du suicide, ça réfère à une mort violente et soudaine. C'est extrêmement important d'en parler. Par contre, pour certaines personnes dans la conversation, ça peut être difficile de le faire. Il y a des personnes qui peuvent vivre une détresse à cause d'une situation personnelle. D'autres personnes peuvent être endeuillées par un suicide qui soit survenu récemment ou pas. Et d'autres personnes pourraient aussi s'inquiéter pour un proche ou pour un collègue. À ces personnes, si elles ont besoin de parler, je suggère de le faire. Il y a différents services comme le suicide.ca et la ligne 1866 appel ou le 988 ailleurs au Canada. Le comité a été piloté par l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, le secteur affaires municipales, que je vais désigner par l'APSAM pour le reste de la présentation. Dans ce comité de travail, il y avait des pistes de solutions qui ont été explorées. En parallèle, on l'a dit plus tôt, le suicide des policiers, c'était un sujet que les organisations avaient à cœur, puis il y avait des demandes auprès, entre autres, de l'APSAM, justement, au fait de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait pour la prévention. Donc, dans ce contexte-là, pour répondre à ce besoin et aussi mettre en valeur les stratégies qui avaient été nommées par le comité de travail, l'APSAM a demandé à l'IRSST de produire un guide pour la prévention du suicide chez le personnel policier. Donc, la première étape, ça a été d'assembler une équipe de personnes pour créer le guide. D'abord, il y avait Marie-Hélène Poirier de l'IRSST qui a été choisie en raison de son implication dans de nombreux dossiers qui touchaient l'aspect psychosocial de la santé et sécurité du travail. Ensuite, au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, il y avait deux membres, dont Christine Genet, professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, et moi-même, qui étions responsables d'un groupe d'intérêt pour la prévention du suicide chez le personnel de la sécurité publique, qui inclut les policiers. À ce moment-là, on avait déjà commencé, avec le soutien de Luc Dargy, le documentaliste du CRISE, à assembler une base de données sur les facteurs d'influence associés au comportement suicidaire chez le personnel de la sécurité publique. Évidemment, l'APSAM a fortement collaboré à la production du guide et en particulier, il y avait Amélie Trudel et Christine Lamarche qui ont soutenu. Aussi, il y avait des parties prenantes en santé et sécurité du travail qui ont été impliquées dans la création du guide, des représentants syndicaux, représentants patronaux et certains intervenants comme Louis-Francis Fortin, psychologue du service de police de la Ville de Montréal, SPVM. Ces parties prenantes, ils ont été sollicitées à 3 moments quand on avait assemblé une table des matières pour le guide. On leur a présenté une esquisse du guide. Aussi, certains membres ont relu certains contenus ou l'entièreté du guide et ont fait des commentaires. Et finalement, à l'occasion d'un comité de liaison des policiers de l'APSAM, on a présenté une version presque finale du guide et on a eu de la rétroaction à ce moment-là. Donc, avec toutes ces personnes, on a fixé des objectifs pour le guide qui étaient d'abord d'informer les organisations policières sur la problématique du suicide, les problèmes de santé psychologique et les facteurs associés, outiller les organisations en leur présentant des exemples de programmes et d'interventions en lien avec la prévention du suicide et aussi les effets de ces programmes et interventions, et finalement aiguiller la prévention en formulant des pistes d'action pour la prévention. Un objectif transversal que je rajouterais, c'était aussi de transmettre toute l'information de façon vulgarisée et dans un langage cohérent avec celui des policiers, de façon à ce que les organisations policières puissent assimiler et s'approprier le contenu du guide. Le cadre conceptuel qui a guidé la recherche d'information et la synthèse de l'information, c'est celui du cadre de santé publique de la prévention du suicide lancé par l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport « Prévention du suicide, l'état d'urgence mondial ».
Selon ce cadre, les interventions en prévention du suicide peuvent être classées dans 3 niveaux. Au niveau primaire, on cible l'ensemble de la population visée, sans égard au niveau de risque de chacun des personnes qui la composent. Au niveau secondaire, on cible ici des groupes qui présentent des facteurs de risque communs du suicide. Et au niveau tertiaire, on vise davantage des individus à plus haut risque de suicide, comme ceux qui présentent un problème de santé psychologique ou des comportements suicidaires. On a employé différentes stratégies de recherche pour pouvoir identifier l'information pertinente à inclure dans le guide. Il y a eu 3 revues de littérature qui ont été faites dans les bases de données scientifiques et une dans les bases de données de littérature grise, c'est-à-dire des documents publiés sans qu'il y ait nécessairement des scientifiques qui en aient revu le contenu. La première revue de littérature, je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'était celle qu'on avait déjà commencé à assembler et qu'on a actualisée en janvier 2022, qui portait sur les comportements suicidaires chez les membres du personnel de la sécurité publique. Les bases de données qu'on a employées étaient PsycInfo et PubMed. PsycInfo va indexer des articles scientifiques qui appartiennent aux disciplines de la psychologie, du travail social, de la sociologie, alors que PubMed va indexer des contenus surtout liés aux sciences biomédicales. Deuxième revue de littérature, avec les mêmes bases de données, cette fois-ci, on s'intéressait de façon un peu plus ciblée aux interventions en prévention du suicide qui concernaient le personnel policier. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'interventions en prévention du suicide chez le personnel policier, donc on est allé un petit peu plus large en s'intéressant aux interventions préventives des problèmes de santé psychologique qui découlent de l'exposition aux événements potentiellement traumatiques pour le personnel de la sécurité publique. Cette revue de littérature-là a fait l'objet d'une publication dans le journal Psychological Services de l'American Psychological Association. Finalement, il y a une revue de la littérature grise qui a été entamée afin d'identifier des interventions en prévention du suicide et des problèmes de santé psychologique pour le personnel de la sécurité publique et populations connexes comme les militaires. Maintenant, dans les documents qu'on a retenus, il y a certaines informations qu'on a sélectionnées, comme le type de travailleur ciblé par l'intervention, la nature de l'intervention, c'est-à-dire ses composantes, donc les moyens employés pour réaliser la prévention, le format de l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'adresse à des groupes ou elle s'adresse à des policiers individuellement, est-ce que c'est fourni par un psychologue ou est-ce que c'est animé par des policiers. Et les cibles, c'est-à-dire ce que l'intervention cherche à modifier en termes de comportement suicidaire, problèmes de santé psychologique ou facteurs d'influence. Les méthodes d'évaluation, dans le cas où l'intervention avait été évaluée, surtout dans la littérature scientifique, les effets de l'intervention, c'est-à-dire quantitativement, comment l'intervention a réussi à modifier ces cibles, et enfin les aspects propres à l'implantation, comme qu'est-ce qui facilitait pour les organisations à implanter l'intervention et qu'est-ce qui faisait en sorte que les policiers ou les autres personnes ciblées pouvaient participer ou pas aux interventions. Toute cette information nous a permis de produire le guide d'information sur la prévention du suicide chez le personnel policier, dont Marie-Hélène Poirier va vous présenter quelques contenus. La section 1 du guide, là où vous trouverez les définitions que Laurent a mentionnées en début de présentation, des concepts clés qui sont utiles tout au long de la lecture. On va aborder aussi plus spécialement le suicide chez les policiers en comparaison avec la population en général et les problèmes de santé psychologique, toujours chez les policiers versus l'ensemble des travailleurs, par exemple. Première chose ici, c'est si on compare le taux de suicide pour la population en général, on voit que pour l'année 2020, c'était un taux de 12 par 100 000 habitants, selon les données de l'INSPQ. Ça demeure la 8e cause de décès au Québec. Et au Québec, les hommes et les personnes âgées entre 50 et 64 ans sont plus susceptibles de décéder
par suicide, sont plus à risque, devrais-je dire, de décéder par suicide. Comme celui de la population en général, le taux de suicide parmi les policiers peut varier sensiblement d'une année à l'autre. C'est en faisant une demande au bureau du coroner du Québec qu'on a eu accès au nombre exact de suicides qui avaient eu lieu parmi les policiers pour l'année 2015 à 2019, je crois. 2015 à 2021. On peut dire qu'en 2015 et 2021, le taux de suicide a varié de 6 à 38 pour 100 000 policiers. Il faut préciser que de petites variations dans la fréquence absolue ont une influence quand même sur la fréquence relative au bout du compte. Ça demeure difficile de déterminer s'il y a davantage de suicides dans la population policière plutôt que dans la population en général. Plusieurs études sont réalisées sur le sujet, spécialement aux États-Unis et tout. Les méthodologies utilisées sont encore différentes, ce qui fait au final qu'on a de la misère à comparer les données encore aujourd'hui. Alors, difficile de s'avancer sur ce sujet-là. On le sait, les problèmes de santé psychologique et les comportements suicidaires sont fortement associés. C'est en fait parce qu'ils sont influencés par des facteurs communs. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse toujours à la santé psychologique lorsqu'il est question de prévention du suicide. De 2015 à 2019, la proportion de policiers indemnisés par la CNESST pour des lésions psychologiques était 5 fois supérieure à celle des travailleurs en général. On voit ici les chiffres sur la diapo où, chez les policiers, on voit un taux de 7 de l'ensemble de leurs lésions et de 1,5 des lésions pour l'ensemble des travailleurs qui étaient de nature psychologique. Si vous prenez le temps de regarder le tableau, on voit un peu la distribution des indemnisations. Je rappelle que ces données représentent que les lésions acceptées et indemnisées par la CNESST et non la prévalence des problèmes de santé psychologique pour la population policière. Section 2 du guide, il est question des facteurs d'influence, facteurs de risque, facteurs de protection. En trame de fond de ça, on a divisé ça selon les facteurs universels et les facteurs spécifiques au contexte policier. Et par-dessus ça, on les a redivisés en individuels qui visent la personne et ses caractéristiques personnelles, sociaux, famille, amis, société, et organisationnels, milieu de travail et contexte de travail. À ça, j'ajouterais, vous allez voir la catégorie facteur précipitant. Qu'est-ce que c'est un facteur précipitant? C'est un facteur qui va accélérer, qui va amener une crise suicidaire, qui est susceptible d'amener une crise suicidaire. On va en voir quelques exemples. Je vous dirais ici de faire attention, c'est pas parce qu'une personne possède un facteur de risque ou des facteurs de risque que nécessairement elle va décéder par suicide. C'est un effet de groupe ici. Je voudrais préciser également que des facteurs universels qui s'adressent à l'ensemble de la population est spécifique au contexte policier, mais un policier pourrait aussi posséder des facteurs de risque universels. Donc, en jaune, vous avez les facteurs de risque et en vert, les facteurs de protection. Dans le guide, il y en a 24 qui sont accompagnés d'une définition. On trouve, par exemple, consommation d'alcool pour les facteurs universels, stigmatisation liée à la santé psychologique. Un facteur précipitant pourrait être une rupture, un divorce. Ici, pour les facteurs spécifiques au contexte policier, stress chronique lié au travail, exposition à des événements potentiellement traumatiques et, par exemple, la mise en investigation d'un policier ou une policière. En contrepartie, des facteurs de protection qui viennent un peu diminuer l'effet des effets de risque. C'est ce qu'on dit en épidémiologie du suicide. Il est question de résilience, de stratégies d'adaptation positive, d'accès à des services de santé psychologique et finalement, un facteur important pour les organisations policières, le soutien des collègues et des gestionnaires. Section 3, c'est là où on retrouve la recension
qui a été faite à partir des revues de littérature déjà réalisées, la littérature scientifique et la littérature grise, puis qui nous a permis d'identifier un éventail d'interventions et de programmes qui ciblent un ou plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas toujours une intervention reliée à un facteur de risque, mais certaines interventions peuvent en cibler plusieurs. Et cette information-là a été organisée selon notre cadre conceptuel. Donc, qu'est-ce que c'est des interventions au niveau primaire? Qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Bien, ce sont des campagnes de sensibilisation, des activités d'information et de formation sur la santé psychologique, sur le suicide, un entraînement à la résilience. Je vous le rappelle, ça, c'est des activités qui s'adressent à tout le monde, à l'ensemble des policiers. Ensuite de ça, en prévention secondaire, les programmes d'aide aux employés, le PAE, les activités de soutien et des collègues et des gestionnaires, les activités de prise en charge globale de l'exposition à des événements potentiellement traumatiques, des lignes d'écoute. Finalement, la postvention. C'est quoi la postvention? C'est l'ensemble des activités déployées par une organisation suite au suicide, au décès par suicide d'un membre du personnel. Donc, des activités vont être mises en place, se rencontrer. Il me restait juste l'exemple précédent aussi au niveau de la prévention tertiaire, qui était question de la prise en charge. Ici, on s'adresse à des policiers qui présentent déjà des comportements suicidaires et qui ont des problèmes de santé psychologique. Donc, on va parler d'activités de prise en charge de ces problèmes de santé psychologique-là et finalement de prise en charge des comportements suicidaires. Des exemples. Dans le guide, on a fait un répertoire de ces activités-là. Il y en a 34 qui ont été répertoriées et classées selon le niveau d'intervention. Il y a ici, par exemple, là, un exemple, Road to Mental Readiness. Il s'agit d'une formation qui mise sur l'apprentissage de la résilience et sur les effets des traumatismes en contexte de travail. Un exemple aussi en prévention secondaire, ça, c'est des policiers qui présentent déjà des facteurs de risque. C'est Virtual Peer Support Meeting. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des rencontres hebdomadaires en ligne où des policiers et des policières du personnel de la sécurité publique peuvent aborder ensemble des sujets comme le stress opérationnel, le stress post-traumatique, le suicide, la détresse psychologique. Ils vont en discuter avec des pairs et des pairs aidants, disons. Le programme de gestion globale des événements traumatiques, un programme mis en place par l'APSAM. C'est un programme qui offre de nombreux outils comme un plan d'action, un outil d'auto-évaluation pour faire un portrait de la prise en charge, un exemple de protocole et même des bonnes pratiques à mettre en place suite à l'exposition à un EPT. Finalement, un exemple que j'aime donner, c'est celui au niveau de la prévention tertiaire, cette fois-ci. C'est la formation offerte au SPVM, au service de police de la Ville de Montréal, qui comprend une formation à l'identification du risque suicidaire et les façons de porter assistance. Donc, c'est une formation qui s'adresse aux représentants syndicaux et aux gestionnaires, où ils vont avoir une formation assez détaillée sur comment dépister le risque suicidaire, porter assistance et même ils vont aborder le retrait de l'arme de service. On a parlé des interventions à différents niveaux. Lorsqu'on a on a des interventions qui viennent comme ça, viser l'ensemble des policiers à différentes étapes. On peut parler d'un programme global de prévention qui comprend des interventions primaires, secondaires et tertiaires. On en a répertorié quelques-uns dans le guide. Il y a celui, encore une fois, du Ensemble pour la vie, du SPVM, qui comprend en primaire une campagne de sensibilisation, des lignes d'écoute, une ligne d'écoute et 2 niveaux de formation, dont celle que je viens de vous décrire, mais également une formation qui s'adresse aussi à l'ensemble du personnel sur connaître un peu les enjeux reliés au suicide et à sa prévention.
des programmes globaux de prévention du suicide. Et lorsqu'on met en place des programmes de prévention du suicide globaux et maintenus dans le temps, on réduit les taux de suicide chez les policiers et des populations similaires. C'est ce qui ressortait parmi la littérature scientifique. Ici, c'est juste pour vous montrer un exemple du répertoire, comment c'est organisé. Donc, on a 34 interventions comme ça. C'est dans les annexes. On a, bien évidemment, l'organisation, à qui ça s'adresse, le format, journée, demi-journée, en ligne, pas en ligne, les facteurs d'influence, de protection et de risque, et évidemment, les références là, telles que le site Web. La majorité des interventions qui sont ici n'ont pas été nécessairement évaluées scientifiquement. Je vais vous laisser sur cette dernière diapo-là. Ici, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on a intégré l'ensemble de nos concepts. Fait qu'on voit les niveaux de prévention, les facteurs d'influence ciblés et les types d'interventions que je vous parlais, les groupes, là. Essayez pas de le lire, c'est un peu trop petit, mais on était très fiers de ce schéma-là. Je vais laisser la parole à mon collègue Laurent. La prochaine section, elle porte sur les effets des interventions. Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il existe beaucoup plus d'interventions qui sont mises en place dans certains milieux qu'il existe d'interventions qui ont été évaluées. Par contre, avec l'ensemble des données qu'on avait, on a fait d'autres constats. Par exemple, les interventions qui étaient strictement situées au niveau primaire semblent avoir le potentiel d'améliorer la santé psychologique en général des policiers et des populations connexes. Des interventions strictement situées à la prévention secondaire ont le pouvoir de réduire certains obstacles à la recherche d'aide, comme par exemple la stigmatisation de la demande d'aide et de la santé psychologique. Les interventions strictement situées au niveau tertiaire ont le potentiel de réduire la sévérité des symptômes de problèmes de santé psychologique et aussi des idées suicidaires. Enfin, il n'y a que pour les programmes globaux de prévention du suicide qu'il y a des données disponibles qui permettent de les associer à une réduction des taux de suicide. La prochaine section contient un ensemble de 13 pistes d'action qu'on a formulées de façon à les rendre le plus opérationnelles possible. Donc, il y a eu un très gros travail d'édition avec nos collaboratrices de l'APSAM pour que ce soit à la fois opérationnel et aussi réaliste pour les organisations policières. Je vais vous en donner quelques exemples. Ils sont encore une fois déclinés selon les niveaux de prévention. Donc, aussi, vous allez me permettre de prendre mes notes parce que je vais citer directement le guide. Donc, au niveau primaire, on aurait le déploiement d'une campagne de sensibilisation qui viserait à réduire la stigmatisation associée aux problématiques de santé psychologique et les barrières à la recherche d'aide, comme la méconnaissance des ressources. Au niveau secondaire, on aurait d'organiser l'accès à des ressources professionnelles, notamment dans un programme d'aide aux employés, en considérant des mesures qui réduiront les obstacles à la recherche d'aide. Des exemples d'actions qui vont en ce sens seraient de dresser une liste des ressources d'aide professionnelles en s'assurant d'y intégrer des intervenants ou intervenantes formés à la réalité policière et aussi offrir des services en virtuel de façon à pouvoir augmenter l'accès aux services, par exemple dans les régions où de tels services sont moins disponibles. Au niveau tertiaire, il y aurait l'offre aux personnes qui sont les plus susceptibles d'intervenir auprès des policiers qui vivent de la détresse psychologique, des problèmes de santé psychologique ou des comportements suicidaires, une formation sur le dépistage du risque suicidaire et aussi des façons d'aider immédiatement. Finalement, on a une piste d'action pour la prévention globale qui est de structurer un ensemble d'interventions dans un programme global de prévention du suicide. Au surplus, on a bonifier la plupart des pistes d'action avec des éléments à considérer. Donc, des choses qui pourraient informer le développement des interventions ou aussi leur implantation. Par exemple, pour les campagnes de sensibilisation, c'est important d'adapter les messages en fonction de nos destinataires. Donc, employer un vocabulaire, un langage cohérent et aussi, par exemple, de sélectionner des enjeux pour la sensibilisation, des enjeux de stigmatisation qui sont les plus pressants dans un milieu donné. Maintenant, lorsque vous aurez lu le guide, il y a certains messages clés qui devraient être portés. Le premier, c'est de combiner
des interventions, différentes interventions qui vont cibler différents facteurs d'influence au sein d'un programme global. Par exemple, en agençant de la sensibilisation avec une offre de services adaptée aux besoins des policiers, le tout bonifié avec des formations qui vont répondre aux besoins des policiers les plus à risque de suicide. Oui. Voilà. Ensuite, l'importance d'outiller l'ensemble du personnel. Le guide met de l'avant le fait que les policiers, ils ont des forces qui leur permettent de passer à travers des situations d'adversité, comme les stratégies d'adaptation. Entre eux, ils peuvent s'offrir du soutien social qui est une ressource extrêmement importante en milieu de travail. Au niveau organisationnel, les décideurs peuvent choisir d'implanter des mesures préventives efficaces selon la littérature. Donc, les organisations qui vont mettre de l'avant ces pistes d'action-là vont être en mesure de placer un filet de sécurité qui aurait le potentiel de sauver des vies de policiers et de policières. Aussi, on souligne l'importance de maintenir dans le temps les interventions de façon à ce qu'on puisse avoir une pérennité dans leurs effets sur les comportements suicidaires des policiers. Finalement, depuis la publication du guide, on a eu des échos positifs de la part des milieux, autant des milieux policiers que d'autres parties prenantes en santé et sécurité du travail. Aussi, la publication du guide s'inscrit dans une période propice à la prévention du suicide chez les policiers. En 2022, on avait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui annonçait la stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026, Rallumer l'espoir. Dans le contexte de la stratégie nationale, le ministère de la Sécurité publique a demandé un budget pour, entre autres, financer le développement d'une campagne de sensibilisation qui irait spécifiquement cibler les membres du personnel de la sécurité publique, encore une fois, qui inclut les policiers. Il y a des experts qui ont été sollicités, notamment Christine Genet et Steve Geoffrion du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie et du Centre d'études sur le trauma. Aussi, il y a l'École nationale de police du Québec qui a lancé une formation pour les psychologues et les psychothérapeutes membres de l'Ordre des psychologues intitulée « Comprendre la réalité policière pour mieux accompagner ». Ça répond aux besoins que les intervenants devraient avoir une connaissance de la réalité des policiers quand c'est le temps d'intervenir avec eux et aussi être sensibles aux enjeux liés à l'exposition aux événements potentiellement traumatiques. Sur ce, je vous remercie et je pense qu'il va y avoir des questions.